Partie 1 Le secret de Neverland. Avant de plonger dans cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des récits qui redonnent vie aux légendes du passé. Pendant des années, ce n'était qu'une rumeur, un murmure porté par le vent autour des collines de Santa Barbara. Un garage sans signe, dissimulé à la lisière du domaine de Neverland, fermé à clé depuis la mort de Michael Jackson. Personne n'y était jamais entré, pas même les membres de sa propre famille. La porte, scellée par le temps, semblait protéger bien plus qu'un simple espace de métal et de béton. En 2024, lors d'un audit de succession ordinaire, cette porte fut enfin ouverte. Et ce qu'ils découvrirent à l'intérieur dépassa tout ce que l'on pouvait imaginer. Pas une trace de poussière. Pas la moindre dégradation. Tout semblait figé, préservé, comme si le temps lui-même avait choisi de s'arrêter à cet endroit. Une Rolls-Royce turquoise reposait là, impeccable, avec une cassette de She's Out of My Life encore dans le lecteur. À côté, une Phantom noire mat, sans vitres arrière, seulement des écrans intérieurs. Une voiture conçue pour quelqu'un qui voulait voir sans être vu. Mais ce n'était que le début. Derrière ces merveilles mécaniques, des plans architecturaux révélèrent des couloirs secrets, des murs insonorisés. Et même une pièce dissimulée derrière un placard. Des lettres, des paroles inédites, des caisses scellées au sceau doré de MJJ Productions. Un monde intime, préservé du regard des autres, comme un sanctuaire interdit. Alors une question, simple et vertigineuse, s'imposa à tous. Pourquoi Michael Jackson avait-il caché tout cela? Que cherchait-il à protéger, ou peut-être, à fuir? L'ouverture de ce garage ne dévoilait pas seulement des objets oubliés. Elle soulevait un PAN entier de mystères, une part d'humanité que le monde croyait connaître. Mais qui, dans le silence de Neverland, semblait vouloir raconter une autre histoire. Et c'est ici que notre voyage commence. Car comprendre ce garage, c'est comprendre Neverland lui-même. Un lieu de rêve, de douleur et d'ombre, à l'image de celui qui l'avait bâti. Mais qu'était réellement Neverland? Un simple domaine? Ou le reflet d'une âme qui ne voulait jamais grandir? Partie 2 La naissance de Neverland, le rêve devenu royaume. Pour comprendre le mystère de Neverland, il faut d'abord revenir à son commencement. À l'instant où un rêve d'enfant prit racine dans la vie d'un homme déjà devenu légende. En mars 1988, Michael Jackson acheta un vaste domaine dans le comté de Santa Barbara, en Californie. Son nom, à l'époque, était Sycamore Valley Ranch. Il s'étendait sur plus de 1000 hectares, un lieu de nature paisible, entouré de collines dorées et de chênes centenaires. La demeure principale, bâtie dans un style normand français, respirait déjà la grandeur et la solitude. Mais pour Michael, ce n'était pas seulement une maison. C'était une page blanche, un refuge à inventer. Inspiré par le conte éternel de Peter Pan, il le rebaptisa Neverland. Et en fit une création unique au monde, un royaume suspendu entre enfance et éternité. Des manèges s'y dressèrent comme par magie, une grande roue, des montagnes russes. Un carrousel aux chevaux dorés, un petit train à vapeur qu'il nomma Catherine. En hommage à sa mère. Les rires des enfants résonnaient parmi les jardins, les animaux exotiques, éléphants, girafes, tigres, se promenaient librement sous le soleil californien. C'était un lieu né du rêve d'un homme qui, malgré la gloire, cherchait encore l'innocence qu'il n'avait jamais connue. À Neverland, tout semblait possible. Les enfants malades y étaient invités, les familles défavorisées y trouvaient un instant de joie. Elizabeth Taylor y célébra son mariage, et Oprah Winfrey y rencontra Michael pour une interview restée dans les mémoires. Pendant quelques années, Neverland fut un conte vivant, un espace où la douleur du monde semblait s'effacer. Mais derrière la féerie se cachait une fragilité. Michael, si entouré, restait profondément seul. Son royaume, aussi lumineux fut-il, était aussi une forteresse. Un moyen de se protéger d'un monde qu'il ne comprenait plus, et qui souvent, ne le comprenait pas. Et lorsque, en 2003, Neverland devint le centre d'une enquête criminelle, le rêve s'effondra brutalement. Une perquisition spectaculaire, des accusations lourdes, des regards pleins de soupçons. L'endroit qui symbolisait la pureté et la joie fut plongé dans l'ombre.
Bien qu'il ait été acquitté en 2005, Michael ne revint jamais y vivre. Ce n'est plus une maison, confia-t-il un jour. Elle a été violée. Ces mots, simples et déchirants, marquèrent la fin d'une époque. Les manèges furent démontés, les animaux transférés vers des sanctuaires. Neverland, rebaptisé discrètement Sycamore Valley Ranch, devint une coquille vide. Un souvenir figé entre gloire et tristesse. Des années plus tard, en 2020, le milliardaire Ron Burke racheta le domaine pour une somme étonnamment basse. Mais malgré quelques restaurations, Neverland ne retrouva jamais sa magie d'autrefois. Le lieu, à moitié désert, à moitié légendaire, resta suspendu dans un étrange entre-deux. Et pourtant, sous ces collines endormies, un secret demeurait. Un garage oublié, un sanctuaire clos, scellé depuis 2009. C'est là, dans ce silence intact, que l'histoire reprit vie 15 ans plus tard. Partie 3. Le garage scellé. Le sanctuaire du temps suspendu. 15 ans. 15 longues années pendant lesquelles les portes de ce garage restèrent closes. Comme si le temps lui-même s'était arrêté à Neverland. La poussière y formait une couverture fine, presque respectueuse. Comme si elle voulait protéger ce qu'elle recouvrait. Lorsque l'équipe d'archéologues urbains fut autorisée à y pénétrer, l'air semblait différent, dense, chargé d'histoire. Une odeur de bois ancien, de cuir et de souvenirs flotta dans l'espace. Et un silence presque sacré enveloppa chaque pas, chaque respiration. Le premier rayon de lumière, glissant à travers la fente d'une porte entr'ouverte, fit briller une surface chromée, celle d'une Rolls-Royce Phantom V. Immobile, majestueuse, comme figée dans un rêve. Son capot portait encore l'écusson de la famille Jackson, gravé à la main selon les souhaits personnels de Michael. Sur le tableau de bord, un gant blanc reposait, oublié. Posé là peut-être. Avant un dernier départ qui n'eut jamais lieu. Autour, 4 autres voitures dormaient. Des machines d'exception, mais plus encore des témoins silencieux. Une Cadillac Fleetwood de 1954. Celle que son père Joe aimait tant. Une Mercedes 600 Pullman, identique à celle des rois et présidents. Et, discrètement garée dans un coin, une Lincoln noire. La voiture qu'il conduisait parfois là. Nuit, seul, pour respirer loin des projecteurs. Mais le plus troublant n'était pas ce qui brillait. C'était ce qu'on ne voyait pas tout de suite. Dans une vieille armoire en bois, fermée par une serrure rouillée, on trouva des boîtes de cigares, des lettres jaunies. Et un carnet noir, relié de cuir. À l'intérieur, des phrases brèves, griffonnées à la hâte. Des idées de chansons, des notes intimes. Et une phrase récurrente, répétée plusieurs fois. Don't let them steal my childhood again. Ne les laisse pas me voler mon enfance une seconde fois. Chaque mot vibrait comme une prière. Comme le cri d'un homme qui, malgré la gloire, cherchait encore son innocence. Puis vinrent les uniformes de scène. Suspendus sous des housses transparentes. Ils semblaient attendre leur propriétaire. Des vestes brodées d'or, des bottes impeccablement cirées. Et un chapeau noir, celui du Billy Jean Motown Performance. À l'intérieur de la doublure. Cousu discrètement. Un petit mot à la main, Love Lives Forever. MJ. L'équipe s'arrêta un long moment. Personne ne parla. Devant eux, ce n'était pas un simple garage. C'était un mausolée. Un lieu où Michael Jackson, l'homme derrière le mythe, avait laissé les fragments les plus fragiles de son âme. Et tandis que la lumière du matin filtrait à travers la poussière, on aurait juré entendre, très loin, le murmure d'une mélodie. Peut-être humaine nature. Peut-être simplement le souffle du vent sur les collines de Neverland. Ce jour-là, ceux qui étaient présents comprirent une chose. Ce garage n'était pas un entrepôt oublié. C'était une lettre d'amour au temps passé. Une capsule scellée pour que le rêve de Michael ne s'efface jamais. Partie 4. Les reliques du rêve. Ce que Michael a laissé derrière lui. Ce fut au 2e jour des fouilles que la véritable émotion naquit. Lorsque les experts ouvrirent les coffres et tiroirs du garage. Ce qu'ils découvrirent dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Ce n'étaient pas des objets précieux par leur valeur.
mais par l'empreinte d'humanité qu'il portait. Le premier trésor retrouvé fut une simple boîte en bois clair, ornée d'une serrure minuscule, sans clé. Un technicien, avec une infinie délicatesse, réussit à l'ouvrir. À l'intérieur, reposait un gant blanc serti de cristaux Swarovski. Usé au bout des doigts, jauni par le temps. Mais dans ce silence, ce n'était pas un gant. C'était le symbole d'une révolution, celui d'un artiste qui avait transformé la scène en un royaume de lumière. Sur un petit papier plié en 4, à côté, étaient écrits ces mots. To dance is to speak to God. Danser, c'est parler à Dieu. Ce n'était pas une phrase de scène. C'était une confession. Dans un autre coffre, un cahier de composition. Les pages, couvertes de notes de musique, de dessins d'enfants. Et de phrases parfois incompréhensibles, griffonnées à la hâte. Comme si Michael écrivait directement depuis ses rêves. On y trouvait les premières esquisses de Heartsong. Et, plus loin, une chanson inachevée, jamais publiée. Intitulée simplement « Force ». Children of a Moon. Une mélodie qui semblait porter toute la tendresse du monde. Mais il y avait aussi des traces plus intimes. Des photos de famille, soigneusement rangées dans un album en cuir brun. On y voyait un jeune Michael, encore enfant. Le regard brillant, entre ses frères, sur la scène des Jackson 5. Puis, plus loin, une image d'un homme adulte. Tenant la main d'un enfant. Sans qu'on sache qui il était. Au dos de la photo, quelques mots écrits au feutre bleu. Protect their laughter. Always. Protéger leur rire. Toujours. Ces trouvailles, bien plus que les voitures ou les trophées, révélaient la vérité sur Neverland. Michael ne voulait pas simplement s'entourer de beauté. Il voulait construire un sanctuaire pour la pureté, pour l'enfance. Pour ce qu'il sentait s'éteindre autour de lui. Et puis, au fond du garage, derrière un rideau de toile, ils découvrirent un coffre plus grand, marqué de ses initiales, MJ. À l'intérieur, des centaines de polaroïdes. Certains flous, d'autres lumineux. Michael posant avec des enfants malades, des fans, des danseurs. Et, parmi eux, un cliché plus mystérieux. Une photo de la grande roue de Neverland, prise au crépuscule. Au dos, encore un mot. ILL come back when they smile again. Je reviendrai quand ils souriront de nouveau. Ce fut sans doute la phrase la plus bouleversante. Car elle semblait parler non pas d'un retour physique, mais d'une promesse d'âme. Les enquêteurs, les collectionneurs, les historiens présents ce jour-là restèrent un moment sans rien dire. Certains avaient les larmes aux yeux. Parce qu'ils comprirent qu'ils n'étaient pas simplement face à des reliques, mais face à la mémoire vivante d'un homme qui avait voulu guérir le monde avec sa musique. Dans ce garage oublié, il n'y avait pas de luxe. Il n'y avait que de l'amour, du rêve, et une infinie mélancolie. Et quand la porte se referma doucement ce soir-là, on eut l'impression qu'une présence restait encore là, veillant sur ce sanctuaire endormi. Partie 5. Le message caché, ce que Neverland murmure encore. Quand les dernières caisses furent refermées et que le silence reprit sa place, il restait dans l'air quelque chose d'invisible. Une émotion suspendue, comme si Michael lui-même planait encore là. Entre les ombres de ses souvenirs et la lumière de ce qu'il avait voulu transmettre. Car Neverland, plus qu'une demeure, fut un miroir. Le reflet d'un homme qui avait tout eu, la gloire, l'argent, l'amour du monde. Mais qui cherchait encore la seule chose qu'il n'avait jamais eue. La paix. Chaque objet retrouvé semblait parler d'un même rêve. Celui de protéger la beauté de l'enfance. D'empêcher le monde adulte de la détruire. C'est pour cela qu'il avait construit ce royaume impossible. Où les rires remplaçaient les cris. Où la musique guérissait mieux que les mots. Où le temps s'arrêtait avant la douleur. Et pourtant, ce rêve l'avait aussi isolé. Dans ses lettres, dans ses carnets, dans les notes retrouvées au fond des coffres. On retrouve toujours cette tension entre la lumière et la solitude. Michael Jackson n'était pas seulement le roi de la pop.
Il était un homme qui se débattait pour rester pur dans un monde qui ne le permettait plus. Neverland, aujourd'hui, n'est plus qu'un lieu silencieux. Les manèges ne tournent plus. Les fontaines se sont tues. Et le train Catherine dort à jamais sur ses rails rouillés. Mais si l'on ferme les yeux, si l'on écoute le vent, on peut encore entendre, quelque part dans l'écho des collines, les notes de Heal the World, comme une prière éternelle adressée à l'humanité. Car le vrai message de Michael, celui qu'il a laissé dans ce garage, n'est pas dans la gloire ni dans la douleur. Il est dans cette conviction simple et absolue. L'amour est la seule chose qui guérit. Et peut-être est-ce pour cela que ce lieu a résisté autant. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un musée, mais d'un cœur battant, d'un fragment d'âme, resté intact malgré les années. Certains disent que les grands artistes ne meurent jamais vraiment. Qu'ils deviennent une onde, une vibration, une lumière. À Neverland, cette lumière existe encore. Elle vit dans chaque mot, chaque chanson, chaque sourire d'enfant que Michael a voulu sauver. Et si un jour, vous passez près de ces collines dorées de Santa Barbara, regardez au loin. Là où le soleil se couche, vous verrez peut-être une ombre danser. Un pas léger, une silhouette en chapeau noir. Et dans ce mouvement, le murmure d'un rêve. Love Lives Forever. ChatGPT Noix. Partie ici l'épilogue, la trace éternelle du roi. Le soir tombe sur Neverland. Le vent se glisse doucement entre les arbres. Et la lumière dorée du crépuscule caresse encore les collines silencieuses. Tout semble paisible, presque endormi. Comme si le temps lui-même faisait une révérence. Là, dans cet endroit jadis vibrant de rire et de musique. Il ne reste plus ni foule, ni caméra, ni projecteur. Seulement des souvenirs, suspendus entre ciel et terre. Des traces d'un homme qui a voulu transformer sa douleur en beauté. Michael Jackson n'était pas seulement une voix. Il était un langage universel. Ses chansons ne parlaient pas d'amour comme les autres. Elles suppliaient l'amour de revenir dans le monde. Et Neverland, son refuge, fut sa plus grande métaphore. Celle d'un cœur blessé cherchant un lieu où l'innocence puisse encore respirer. Aujourd'hui, les murs de sa maison sont vides. Mais son empreinte, elle, ne s'effacera jamais. Chaque note de Man in the Mirror, chaque mot de Heart Song, chaque battement de pied sur scène, est devenu une particule d'éternité. Car Michael n'a jamais vraiment quitté Neverland. Il s'y est simplement fondu. Dans le vent, dans les arbres. Dans la poussière d'étoiles qu'il a semée à travers ses rêves. Et quelque part. Peut-être. Dans un recoin invisible du garage qu'on vient d'ouvrir. Il reste encore cette phrase, écrite à la main. I am still here. He never left. Je suis toujours là. Je ne suis jamais parti. Alors, si vous entendez un jour une mélodie familière, ou si, par hasard, un pas de danse surgit de votre mémoire, souvenez-vous. Ce n'est pas un souvenir, c'est un signe. Un signe que les rêves ne meurent pas. Qu'ils continuent à vivre dans ceux qui y croient encore. Et peut-être est-ce cela, le véritable héritage de Michael Jackson. Nous rappeler que la magie n'existe pas pour fuir la réalité, mais pour la transformer. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Prisme de Renom. Pour ne manquer aucun de nos récits sur les grandes âmes qui ont marqué le monde. Et vous? Dites-moi en commentaire. Que représente pour vous Neverland? Un simple lieu, ou le dernier rêve d'un homme qui voulait guérir la terre?